Au Mexique, des millions de gens vivent à l'ombre de forces majeures de la planète qui ont enseveli des villages. C'est tout ce qui reste du village de San Juan. Et influencé l'agriculture. C'est avec cette plante qu'on fabrique la tequila. Nous irons voir la menace de près. Je n'aimerais pas que ça explose maintenant. Et nous assisterons au déchaînement nocturne du Colima. On dirait une fontaine de feu de 500 mètres de haut. Les continents bougent. Entre l'Amérique du Nord et du Sud, le Mexique est tiraillé, lentement poussé vers le haut par un grand 8 tectonique. L'un des effets de ce mouvement est le volcanisme. Et le Mexique possède les 2 volcans les plus actifs et dangereux d'Amérique du Nord. Des millions de gens vivent à l'ombre de ces géants imprévisibles. Pour les protéger du danger, ils comptent principalement sur leur foi et sur la protection civile mexicaine. Voici Puebla, la 4e plus grande ville du Mexique. 1 400 000 habitants vivent près du grand volcan du pays, le Popocatépetl, qui signifie montagne qui fume. C'est un volcan actif au passé extrêmement violent. Ces volcans sont passionnants pour les volcanologues comme le Dr Tom Pfeiffer. Le Popocatépetl est un immense stratovolcan. Ce n'est pas seulement l'un des volcans les plus grands et les plus actifs. C'est aussi le 2e volcan le plus haut d'Amérique du Nord. C'est un volcan hautement explosif. Il a connu 15 éruptions majeures depuis l'arrivée des Espagnols au XVIe siècle et 5 éruptions cataclysmiques en 10 000 ans. Des éruptions si puissantes que le volcan s'est autodétruit. Pendant 60 ans, il est resté relativement calme, mais il s'est brutalement réveillé en décembre 1994. La première éruption était assez puissante et a envoyé des bombes à 3-4 km. On vient d'assister à l'une des explosions qui se produisent en moyenne 10 fois par jour en ce moment. Le panache de cendres s'est élevé à environ 1 km au-dessus du cratère. Ce n'est pas rien. Ça aurait été plus impressionnant si on avait été plus près. Depuis 2013, les éruptions sont constantes et l'activité s'accroît, faisant craindre une éruption majeure. Ce volcan menace cette zone, mais aussi au-delà. La ville de Mexico a été en partie construite sur des débris du Popocatépetl, preuve qu'elle a déjà été touchée par des éruptions. Elle est bien placée sur la liste des catastrophes potentielles à surveiller. Puebla a été fondée il y a environ 500 ans par des colons espagnols. Ils ne pouvaient pas se douter de l'extrême danger que représentait le volcan. Sous leurs pieds reposent les vestiges de l'ancien centre de Cholula, une ville historique anéantie par l'éruption de Popocatépetl. L'éruption a été de type plinienne, comme celle qui a ravagé Pompéi. Ces éruptions génèrent des nuages épais de cendres
et des coulées pyroclastiques constituées de débris et de cendres brûlantes qui détruisent tout sur leur passage. Quand les colons espagnols choisirent cette colline, ils ignoraient qu'ils allaient bâtir le sanctuaire de Notre-Dame de la Vierge sur les ruines de la plus grande pyramide préhistorique du Mexique, ensevelie sous les cendres et les débris. C'est un endroit intéressant, car on voit les dépôts laissés par la coulée de cendres qui a recouvert la ville. C'est plein de fragments de poterie et de décombres. Ça a dévalé jusqu'ici et a détruit tout ce qui n'atteignait pas une certaine hauteur. En raison de l'importance de cette église du XVIe siècle, seule une partie de la pyramide a été excavée. Pour y accéder, les archéologues ont creusé des tunnels dans les débris volcaniques. C'est l'un des nombreux sites archéologiques autour du Popo, ensevelis par l'éruption. Par endroits, les débris font 2 étages de haut. Je me sens claustrophobe dans ces petits tunnels. Je crois avoir un bon sens de l'orientation. On est venu par là, alors on repart par le tunnel principal là-bas. C'est une sensation bizarre, intéressante. La plupart des tunnels sont consolidés par des briques. Tom cherche la preuve que la pyramide a été ensevelie par des cendres ou une coulée pyroclastique. Regardez. On voit l'ancienne structure, c'est une construction. Et ça, c'est les débris de lave. L'ignimbrite. L'ignimbrite est formé de cendres compactées et de matériaux charriés par les coulées d'un volcan. On peut voir des traces. Le dépôt a été enlevé. Les vestiges de ces cités antiques nous rappellent ce qui arriverait si le Popo entrait en éruption. Le scénario catastrophe serait un effondrement complet du dôme. Mais la menace n'est pas circonscrite au volcan. Son périmètre s'étend bien au-delà du volcan lui-même. La partie souterraine du Popo s'étend si loin qu'elle touche certaines parties de Mexico. Cela signifie que les effets d'une éruption se feraient sentir au-delà de la zone d'explosion. Depuis des siècles, au sein de la ville densément peuplée, une formation géologique vue comme un volcan fascine la population. On s'attendrait à trouver de la lave si c'était un volcan. Mais ce n'est pas du tout de la lave. Si on regarde cette surface dentelée, c'est presque ce qu'on trouve dans des zones calcaires érodées par le processus caustique. C'est pratiquement la même substance que l'on trouve dans les tuyaux de machines à laver, lorsqu'on utilise de l'eau dure riche en minéraux. Le dôme présente un cratère qui plonge jusqu'à la base. Cela ne vient peut-être pas d'un volcan, mais c'en est un produit dérivé. Quand le magma remonte, il entre en contact avec le réseau hydrologique. L'eau souterraine se transforme en vapeur et peut rejaillir en geyser. On dit que c'est apparu en 1063, au cours d'une éruption du Popocatépetl. De loin, on aurait vu de la vapeur brûlante jaillir de là-bas et les gens l'auraient associé avec l'activité volcanique. On voit bien que ce cône est formé de strates différentes. Certaines sont très fines comme ici, et on voit les structures agglomérées, des dépôts laissés par une eau riche en carbonate. Depuis sa formation, le système hydrothermal qui l'a autrefois alimenté a visiblement changé. Et rappelons que ça date d'il y a 1 millier d'années, et c'est rare d'entrer ici.
La probabilité qu'un geyser ou un volcan s'ouvre au centre de Cholula ou de Mexico est faible, mais c'est possible. C'est arrivé dans l'État de Michoacán en 1943. Une fissure s'est ouverte dans un champ de maïs près de la ville de San Juan. Un fermier était dans son champ et il a assisté à la naissance du volcan. Des fissures se sont ouvertes et la lave a jailli. Il a certainement vu l'explosion de la roche et éventuellement du feu en dessous. Ça a dû être un événement incroyable. Le volcan s'appelle le Paricutín. Son éruption a duré 9 ans, puis il s'est éteint. Ce fut un grand événement pour les scientifiques. On assistait pour la première fois à la naissance et à la mort d'un volcan. CNN l'a classé parmi les 7 merveilles naturelles du monde. La coulée de lave de Paricutín était suffisamment lente pour que les habitants aient le temps de fuir avant que la lave et la cendre n'anéantissent leur maison. À l'exception de l'église en pierre, le Paricutín a complètement détruit la ville de San Juan. Aujourd'hui marque le 72e anniversaire du début de l'éruption. Comme chaque année, les locaux organisent des célébrations. Et les ruines de l'église San Juan y jouent un grand rôle. Pour gagner l'église, on peut soit marcher 2 heures, soit s'y rendre à cheval. C'est une aventure pour moi. Je ne suis pas très habitué aux chevaux. Tu vas être gentil? Tu ne vas pas me jeter dans la lave? Allez, allez! Allez! C'est tout ce qui reste du village de San Juan. La façade de l'église et une tour tiennent encore debout. C'est considéré comme un miracle ici que la lave ait tout consumé sauf une partie de l'église. On peut invoquer une intervention divine, mais il est plus probable que l'église ait résisté grâce à sa solide construction. Les 4 tours ont été édifiées en béton renforcé. Leur résistance a dû suffire à détourner les flots de lave. Même si les tours ont pu dévier en partie la coulée, la pression latérale extrême a détruit l'édifice. Il a ensuite été recouvert par une deuxième coulée. Je suis juste au-dessus du haut plafond du premier étage. Je ne peux presque pas voir le sol. Ça doit faire entre 7 et 8 mètres, ce qui donne une idée de l'épaisseur de la coulée. L'autel de l'église est encore intact. On vient de toute la région pour remercier Dieu d'avoir épargné la vie des habitants de San Juan. Quand on voit que l'autel a résisté à la lave qui a détruit une grande partie de l'église et de la ville, on comprend pourquoi les gens considèrent ça comme un miracle. L'éruption est si récente qu'il reste des gens pour s'en souvenir. Agawan. Il avait 13 ans au moment de l'éruption. Il habitait dans le village là-bas. Les gens avaient plutôt peur à l'époque. Mais ils avaient assez de temps pour évacuer leurs affaires. Personne n'a été tué. Il dit qu'une pluie de cendres tombait sans interruption sur la région et que beaucoup de maisons se sont effondrées à cause du poids des cendres sur les toits. Le Paricutín est ce qu'on appelle un volcan monogénétique, ou cône de cendres, qui n'explose qu'une seule fois avant de mourir. Quand on observe le paysage,
on se rend compte qu'il est typique de la zone volcanique transmexicaine. Chaque cône que l'on voit ici est le résultat d'une éruption similaire à celle d'il y a 72 ans. Quand l'activité reprend, elle le fait par un nouveau conduit. L'explosion produit un nouveau cône de cendres qui peut apparaître n'importe où dans cette vaste zone appelée champ volcanique. Normalement, ces champs abritent entre 10 et 100 volcans. Mais il y en a bien plus au Mexique. On en compte plus d'1 millier dans cette zone. Les scientifiques ignorent toujours pourquoi le magma jaillit de cette façon. La théorie actuelle est que le sol mou abrite de nombreuses failles et fractures souterraines que le magma emprunte facilement pour remonter à la surface. En 9 ans, Paricutin a produit 1,5 km3 de matière, ce qui est une éruption considérable. Après avoir observé la façon dont la lave redessine le paysage, Tom continue son exploration du cratère du Paricutin. C'est un court voyage d'une demi-heure environ. Mais la pente est raide et difficile. Voilà, on y est. Là où il y a toute cette cendre qui recouvre la pente et le paysage autour, de la lave a jailli pendant 9 ans. À la fin de la première journée, le cône atteignait déjà 5 étages. L'éruption s'est intensifiée avec le temps. Il y a encore beaucoup de chaleur contenue dans les strates inférieures. Quand l'eau de pluie entre en contact avec la roche encore chaude, elle se transforme en vapeur qui s'échappe par ces fissures. En termes de longévité d'un volcan, celui-ci a eu une vie courte. Les volcans vivent généralement des centaines de milliers d'années, et celui-ci n'a que 9 ans. Si ce champ volcanique devait de nouveau s'activer, les scientifiques sauraient sûrement le prévoir. Quand le magma monte des profondeurs de la Terre, il provoque des secousses en fracturant la roche. Les progrès de la science pourraient localiser les secousses légères, qui sont le signe évident que le magma sous pression s'achemine vers la surface. En évaluant la profondeur au fur et à mesure de la montée de lave, ils sauront dire quand une éruption aura lieu et à quel endroit. On n'aimerait pas qu'un cône comme celui-ci se forme sous un village sans qu'on le sache. Quand les gens entendent parler d'éruption, ils imaginent un flot de lave à l'assaut d'une ville, ou des coulées pyroclastiques qui les enseveliraient. Mais souvent, les dommages causés par un volcan sont dus à la cendre. Les cendres d'un volcan peuvent détruire les toits et même ensevelir des villes. Mais avec le temps, elles deviennent bénéfiques. Dominant la vallée Tequila, s'élève le volcan qui porte son nom. Les cendres volcaniques, riches en nutriments, sont idéales pour l'agriculture. Partout dans le monde, elles sont appréciées pour la saveur qu'elles donnent aux récoltes. Tom se rend au centre du pays, où un volcan éteint est au cœur de la production emblématique mexicaine, la tequila. Dominant la vallée, voici le volcan Tequila. Les cendres d'une éruption vieille de 200 000 années ont donné la terre fertile qui voit pousser ces plantes épineuses. C'est la plante utilisée pour fabriquer la tequila. C'est une variété d'agave, le fameux agave bleu. Il faut être très prudent avec l'extrémité pointue des feuilles, qui peut facilement transpercer la peau. D'ailleurs, je me suis coupé ici.
Tom se rend chez les producteurs de tequila Tres Tonos, les Trois Tony, une fabrique de taille moyenne de la région. Ces plantes sont des agaves bleues. Ce sont des succulentes et non des cactus. Elles stockent l'eau dans les feuilles plutôt que dans le tronc ou les tiges. L'agave bleue prospère à haute altitude, comme ici dans la région du Mexique. Elle peut faire la taille et le poids d'un homme. Les méthodes de culture et de récolte sont les mêmes depuis des siècles. Ces hommes se transmettent de père en fils leur savoir sur l'agave bleue, et ce, depuis des générations. Ce sont les Jimadors qui s'en occupent. C'est une tradition qui est pratiquée depuis presque 500 ans. Les premières cultures de la tequila ont commencé en 1500. Et depuis, la tequila est devenue si populaire que c'est aussi un symbole du Mexique. Cela demande beaucoup de savoir-faire et de force, et c'est généralement transmis de père en fils. Il faut 7 à 9 ans pour que l'agave arrive à maturation et soit récoltée. C'est très dur. Ils sont capables d'en faire 300 par jour. Moi, à ce rythme, je vais en faire 5. Je pensais avoir fini, mais ça a l'air d'être la partie la plus dure. Non, c'est pas pour moi. Ça a l'air presque facile. Oui, il ne fait que la renverser. Les cœurs d'agave sont ensuite cuits dans des autoclaves à l'usine, avant d'être broyés pour en extraire le jus. Jus qui sera fermenté. À l'intérieur, il y a le jus qui fermente. C'est tellement puissant que ça rappelle la source chaude d'un volcan. Après la fermentation, on teste la teneur en alcool. Ce processus prend 72 heures. Il mesure la densité du liquide qui est proportionnelle à la teneur en alcool. L'alcool est léger. Donc, plus ça fermente, plus il y a d'alcool et moins le liquide est lourd. Au cours des 72 prochaines heures, ce compteur flottant va couler au fur et à mesure que la densité du liquide va baisser. Donc, au moment où il sera à ce niveau, le liquide contiendra 55% d'alcool et il sera prêt à être distillé. Le Mexique détient l'appellation contrôlée pour la tequila. Pour recevoir la dénomination, l'alcool doit être produit dans une zone certifiée et doit respecter un certain standard de qualité. La dernière étape est bien sûr de le boire. J'aime bien celui-ci. Il est un peu doux et a un léger goût boisé. Nous sommes au pied du volcan Tequila, un stratovolcan éteint qui, par ses coulées de lave et dépôts de cendres, a fertilisé la vallée et en a fait un lieu idéal pour la production de tequila. Et aujourd'hui, on est là à apprécier l'une de ces bouteilles. Enfin, une partie. Santé. C'est très doux. Tandis que la région du tequila reste paisible, un autre volcan actif du Mexique est loin de l'être. Le volcan de Colima, ou Colima, est de plus en plus actif.
3 semaines avant l'arrivée de Tom, il a connu quelques puissantes éruptions qui ont soulevé l'inquiétude. Comme le Popocatépetl, une dense population vit à ses pieds. Presque un demi-million de personnes vivent dans la zone dangereuse. Eu égard à son passé éruptif, il est probable que ce volcan au cycle centennal va bientôt connaître une éruption majeure. La dernière s'est produite en 1913. Elle a détruit une grande partie du volcan, causé d'immenses dégâts dans la ville de Colima et tué 8 personnes. Aujourd'hui, la zone est plus densément peuplée. Le risque est donc plus grand. Les photographes Hernando Rivera et Ulises Chavez, les propriétaires de la cabane, vivent avec cette menace. Es perfecto, la vista está muy bonita. Hernando, sí, finalmente. Comment se comporte le volcan? Cette forte activité est bien pour Tom. Il est venu photographier le Colima pour son livre sur les volcans actifs. J'ai regardé la carte. On devrait être à 6 ou 7 km à vol d'oiseau du sommet. Donc, dans le cas d'une explosion majeure, comme celle de 1913, on ne serait pas en sécurité ici. Cette zone a vu des coulées pyroclastiques. Il ne devrait pas y avoir de fortes éruptions dans les 5 prochains jours. Bien que le volcan entre en phase de grande activité, les éruptions fréquentes empêchent la pression d'augmenter à l'intérieur du volcan. Et il est loin de la zone interdite d'accès, imposée par la protection civile. Si l'activité s'intensifie ou prend une forme inhabituelle, les autorités en élargiront le périmètre pour la sécurité de tous. Vous l'avez déjà vu en éruption? Oui, on vient souvent le week-end pour profiter du spectacle. Ah, ça s'arrange pas. Tom passe beaucoup de temps à aller photographier les volcans actifs. Il trouve Colima irrésistible. Le volcan subit des éruptions moyennes et fréquentes. Le Colima est un stratovolcan. Il est constitué de strates de matériaux éjectés lors des éruptions. À chaque coulée de lave et de projection de cendres, le cône s'élève. Ce type de volcan finit toujours par s'effondrer à cause d'une éruption ou de l'érosion. Pour ne rien arranger, il produit une lave visqueuse qui s'accumule au sommet et fait rapidement croître le volcan. Il en résulte un volcan très raide, plus enclin encore à l'effondrement. Des volcans très actifs comme le Colima alternent souvent les phases de destruction et de reconstruction. Il y a des dizaines de milliers d'années, il y avait un plus gros volcan. Il s'est effondré et a provoqué une avalanche géante qui s'est déplacée dans cette direction en créant une dépression. Celui-ci est en train de reconstruire son cône. C'est ce qui est beau. C'est la dernière lueur de la journée. Seule la partie haute de la montagne est encore éclairée par une lumière rougeoyante. On a eu une belle éruption de cendres. C'était incroyablement beau avec l'arrière-plan du ciel bleu et la cendre rouge. Une parfaite soirée. Le jour,
les explosions sont impressionnantes. La nuit, elles sont spectaculaires. Jusque-là, c'est l'éruption la plus spectaculaire que j'ai vue. Après une éruption relativement modeste, qui suivait 6 heures de calme, en voilà une grosse qui a duré plusieurs minutes, avec un jet continu de cendres incandescentes. Il y a eu beaucoup de bombes. Toute la partie haute du cône a été bombardée. C'était magnifique à voir. Ça n'arrêtait pas. On pouvait entendre les explosions et le bruit des roches qui retombent. Et je suis heureux de l'avoir photographié. Le haut du volcan se couvre de matériaux incandescents. Ce qui ressemblait à une petite évaporation pendant la journée prend une toute autre allure la nuit. On voit la lueur de la lave fondue. Sur un volcan en phase de cycle court, chaque jour est différent. Tout dépend du rythme auquel la lave coule dans la chambre sous le volcan. Ces bombes volcaniques, qui sont des roches géantes, jaillissent puis roulent au bas du volcan. C'est son activité qui construit le volcan. Sur une période d'1 siècle, un volcan comme le Colima peut augmenter sa taille d'1/3 ou plus. On dirait que le volcan s'est réveillé dans la nuit. Ce matin, on a eu 2 éruptions assez importantes. La partie supérieure est couverte d'une poussière due à la chute de rochers. Et en ce moment même, il continue de tomber. Ça se réveille. Surtout quand on considère la taille des 2 explosions. Les éruptions sont peut-être moins fréquentes et donc les intervalles se creusent. Mais cela provoque aussi de plus fortes explosions parce que plus de magma jaillira au cours de l'explosion suivante. Ce qui se produit à l'intérieur du cratère n'est pas visible. Depuis le sol, il est impossible de voir le nombre de cheminées éruptives. Un volcan aura souvent plusieurs cheminées éruptives qui seront toutes différentes. Certaines provoquent des explosions plus petites et moins puissantes. Parfois, elles entrent en éruption tout en même temps, provoquant une explosion massive. Pour voir ce qui se passe, on prend de la hauteur. On a eu beaucoup de chance que le volcan entre en éruption au moment où on s'en approche. Une odeur de cendre monte du cratère. Et je crois que l'éruption continue depuis 3 à 4 minutes. Les pilotes jouent un grand rôle dans le signalement des éruptions volcaniques. Ici, la tour de contrôle demande d'évaluer la hauteur et la direction de la colonne de fumée. D'après son expérience, le pilote l'estime à 2 km de haut. 2 km au-dessus du sommet, c'est une éruption relativement modérée. La tour de contrôle transmettra l'information à tous les avions de ligne qui survolent ce couloir aérien très fréquenté. La cendre volcanique est très abrasive. Si elle pénètre dans le moteur, il pourrait caler. Les petits avions à hélice comme celui-ci ne risquent rien. La protection civile recevra aussi les observations du pilote sur le sommet du cratère. Tom postera les siennes sur son site Volcano Discovery. Elles sont largement reprises dans le bulletin que le département volcan du Smithsonian diffuse chaque semaine. De ce point de vue, Tom constate l'escarpement du volcan.
Parvenus à sa hauteur, ils en distinguent l'intérieur. C'est un immense réceptacle à cendres qui accueille la matière, éjectée au cours d'éruptions précédentes. Là, je n'aimerais pas qu'il y ait une explosion. On est tellement près. Mais malgré le vœu de Tom, le volcan explose. Heureusement, ce n'est ni soudain ni trop violent. C'est bien plus modeste. Des jets de cendres jaillissent de plusieurs cheminées. L'explosion initiale dégage le conduit et l'éruption se prolonge quelques minutes. L'éruption a libéré de la pression dans le cratère. En retombant, la cendre bouche le conduit et le processus de pressurisation recommence. L'avion offre une vue plongeante sur le cratère. Avec Hernando, Tom va voir le Colima depuis un autre angle. Ils se rendent au poste d'observation au sommet du Nevado de Colima, un volcan inactif proche du cratère actif, le Fuego de Colima. La zone est interdite au public, mais Tom et Hernando ont un permis spécial. La sécurité est renforcée pour tenir à distance les curieux en mal de sensations fortes. Ils sont accueillis par des membres de la protection civile qui les escorteront jusqu'au sommet. Il a peur qu'on n'y arrive pas avec le van. Mais on l'a convaincu d'essayer. C'est difficile d'accéder à un volcan en éruption. Il y a des obstacles qui ne sont pas forcément dus au volcan lui-même, mais plutôt aux autorités. Apparemment, la route est dangereuse. Ce n'est pas tellement une éruption qui m'inquiète. On est à 5 km. C'est plutôt la route étroite. J'ai peur qu'on se retourne et qu'on tombe dans un ravin. L'accès au volcan en activité n'est pas le même partout. À Hawaï, on peut monter sur le Kilauea. Et en Italie, on peut skier sur les versants de l'Etna. Mais quand il se produit une éruption, le ski s'interrompt jusqu'à l'arrêt du phénomène. Je crois qu'on est un peu au-dessus du sommet du Fuego. Tom se rend au poste d'observation de la protection civile de Jalisco, le voisin du Colima. C'est un vieux volcan éteint qui appartient à la même chaîne que le Colima. C'est un point de vue idéal et sans danger pour observer les transformations du volcan actif. La structure est en béton renforcé qui doit résister aux éruptions violentes. Le volcan est encore très actif. Une éruption est en train de se produire. Elle est petite, mais c'est encore plus beau d'ici que de notre cabane en bas, qui a aussi une très belle vue de l'ouest. C'est incroyable. On est tellement près qu'on a l'impression de voir les détails du cratère. Je pense qu'il va y en avoir une plus grosse. C'est déjà très beau, ça monte un peu au-dessus du cratère de Fuego de Colima. Le panorama est saisissant. Au loin vers l'ouest, on voit toute la chaîne de montagnes qui court jusqu'au Pacifique. On est à 4000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le soleil se couche et Tom se prépare au plus grand spectacle de la nature. Aujourd'hui, les éruptions ont été espacées de 2 à 6 heures. Ils n'ont plus qu'à être patients et attendre. Ici, on est juste en face du Fuego. Le volcan doit être à 4 km. Il est dans les 23h20. La lune est sublime. Il n'y a presque pas de vent. On est à 4000 mètres d'altitude, et même s'il fait très froid, c'est supportable, parce qu'il n'y a pas de vent.
Je crois qu'il va y avoir une autre éruption bientôt. On voit une touche incandescente. C'est ce qui doit rester du dôme de lave. Parfois, cette lueur s'intensifie, mais elle est stable depuis un moment. Donc je crois qu'il se prépare une éruption pour très bientôt. En tout cas, on est prêt. La pression augmentant, des petites cheminées s'ouvrent et libèrent des gaz brûlants. Dans le cratère, le conduit est bouché. La pression devra encore monter avant que le bouchon ne saute. Cela finit par arriver. Et l'éruption se produit. C'est une éruption totale. Et elle est splendide. Ces éruptions peuvent se poursuivre tant qu'il reste de la pression dans le conduit. Depuis 5 jours qu'on observe Colima, je crois que celle-là était la plus grosse. On dirait une fontaine de feu de 500 mètres de haut. Ce n'est pas une fontaine de lave, mais on dirait. Des gros blocs de cendres incandescentes retombent sur les pentes. Et tout le versant est illuminé d'une lumière rougeâtre. C'est un spectacle saisissant. Ça valait le coup d'insister pour venir et d'attendre dans le froid. Le lendemain matin, le volcan est de nouveau en activité. Si approcher un volcan en activité paraît à première vue téméraire, il faut adopter le point de vue de Tom. Les volcanologues ne prennent pas de risques. Ils observent les cycles et sauront à quel moment il ne faut pas grimper. Ils respectent les règles mises en place par les autorités locales. Tom trouve cela moins dangereux que de conduire sur l'autoroute. Mais la principale motivation de Tom, c'est d'être en première ligne pour contempler les forces à l'œuvre dans la nature. C'est magnifique, cette montagne qui crache des flammes de temps en temps. On prend conscience qu'il y a des phénomènes qui dépassent les hommes. C'est le mystère de la nature, quelque chose qui nous surpasse. Ça nous donne l'impression d'être au plus près des éléments. Ça nous évoque la naissance de la Terre. Et c'est ce qui me fascine le plus. Ça et la beauté pure d'une forme symétrique. Un cratère qui, soudain, se met à cracher du feu. Pour l'instant, le Colima continue son éruption modérée et peu dangereuse. Il est probable qu'avant de produire une très grosse explosion, le volcan enverra suffisamment de signaux pour que les scientifiques puissent lancer l'ordre d'évacuation de la population qui vit aux alentours. L'avenir le dira. L'histoire de l'humanité a toujours été bouleversée par des catastrophes naturelles.
Nous savons que certaines éruptions volcaniques provoquent des destructions massives. Mais aujourd'hui, une technologie plus sophistiquée et une meilleure connaissance du phénomène nous permettent de surveiller les volcans. Au Mexique, des millions de personnes vivent à l'ombre de volcans actifs. Ils entreront en éruption, mais la question est de savoir quand. Pour l'instant, on observe et on attend, en nous émerveillant de leur puissance et de leur beauté.